fin du 19e siècle et au début du 20e, les astres fascinent la France, autant ses scientifiques et ses écrivains que le grand public. C'est d'ailleurs en 1887 que Camille Flammarion fonde la Société astronomique de France. Mais si les astres fascinent, elles effraient aussi, comme on l'a vu largement. Les récits de fin du monde qui impliquent des astéroïdes et des comètes sont alors innombrables, notamment le célèbre La fin du monde de Flammarion en 1894, mais comme on l'a vu dans beaucoup d'autres récits. Si les comètes sont souvent en cause, le Soleil est également de plus en plus sur le banc des accusés. En 1887, l'astronome Jules Janssen fait une lecture publique devant les 5 académies sur l'âge des étoiles. Et je le cite, « Les étoiles sont des soleils analogues aux nôtres et elles sont soumises aux lois d'une évolution, d'où résulte pour elles un commencement, une période d'activité, un déclin, une fin. Cette doctrine de l'évolution des astres s'impose aujourd'hui. » Puis les découvertes à propos du Soleil, en particulier ses radiations qui influencent la Terre, se multiplient dans les premières années du 20e siècle. Ces recherches font suite à celles d'un phénomène qui obséda certains géologues et naturalistes tout au long du 19e siècle et alimenta tant l'imaginaire, celui des ères glaciaires. C'est donc à l'intersection de ces théories cosmiques et géologiques, largement diffusées dans les médias, qu'apparaît en 1910 la nouvelle d'Octave Béliard, Une exploration polaire aux ruines de Paris. Comme beaucoup d'autres auteurs d'anticipation à l'époque, Béliard est un scientifique. Médecin, il est notamment l'auteur d'une suite au roman Michel Strogoff de Jules Verne, pour lequel il a d'ailleurs gagné le prix Jules Verne, de nouvelles et d'essais, notamment sur Claude de Saint-Martin, dont il fut l'un des disciples, et sur l'occultisme. Il est l'un des cofondateurs du groupement des écrivains médecins, créé en 1949 et encore actif aujourd'hui. Dans son œuvre, science et occultisme, science-fiction et fantastique se croisent et se confondent, oscillant entre croyance et esprit critique selon les époques de sa vie. L'anticipation est une occasion pour lui de présenter au grand public des théories récentes, comme celle de l'évolution des astres, mais surtout d'en exploiter le potentiel imaginaire. À travers le voyage d'explorateurs digne de Jules Verne sur les plaines glacées d'un futur lointain et jusqu'aux ruines de Paris, il s'agira dans cette communication de montrer que la nouvelle de Béliard met en scène une profonde crise sémiotique que met en évidence l'opposition entre la description du monde en régime apocalyptique, notamment certains champs lexicaux, et celle des ruines, dont la valeur est plus littéraire et onirique qu'archéologique, comme je tenterai de vous le montrer. Mais d'abord, quelques mots sur la nouvelle elle-même. Une exploration polaire aux ruines de Paris, publiée dans la revue Lecture pour tous et illustrée par Henri Lanosse, est mieux connue sous le titre de sa réédition en recueil en 1949, La découverte de Paris. C'est le même texte. Elle se déroule dans un futur lointain, sur une planète Terre largement recouverte de glace, alors que les Occidentaux se sont depuis longtemps installés au sud. Tuléar, Fandriana et Atanibé, 3 scientifiques de Tananarive, au Madagascar, font le tour du monde à bord d'un aéronef en passant par les pôles dans le but de retrouver les ruines de Paris, perdues depuis des millénaires et connues à travers les écrits de Victor Hugo, qui sont eux encore très, très connus et très lus. Près de désespérer, ils trouvent finalement l'ancienne ville lumière grâce aux aurores boréales. Vous verrez que ce n'est pas innocent. Le lendemain, ils rencontrent les nouveaux habitants des ruines de Notre-Dame, une large colonie de pingouins, puis explorent la ville et ses monuments à partir de l'île de la Cité. Ils demeurent sur place durant plusieurs mois, chassant les phoques et les rennes. Attaqués par un ours blanc et des chiens sauvages, ils survivent finalement à l'hiver et découvrent au printemps des hommes primitifs qui habitent les ruines du métropolitain. Ceux-ci les pourchassent et les forcent à fuir à bord de leur aéronef. Donc la nouvelle se termine comme ça. Dans le cadre de travaux que j'ai amorcés au début 2016 sur les apocalypses hivernales, donc qui concernent surtout l'après-1945, donc j'ai déjà découvert une quarantaine de titres qui vont de Doris Lessing à Cormac McCarthy, à Gérard Klein, à Pierre Bordage, donc beaucoup, autant du côté français que du côté anglo-saxon. Donc certains d'entre vous m'ont déjà entendu à propos du transpersonnage à l'automne dernier. Donc, à travers tout ce corpus-là, qui est post-kantin, mais qui, je pense, a énormément de choses en commun avec celui qui précède aussi. Donc, un constat s'est rapidement imposé. Dans plusieurs de ses œuvres, l'hiver dans lequel est plongé le monde pour une période indéterminée est d'abord et avant tout une crise sémiotique. La violence du changement de climat dégrade ou détruit les signes culturels de marquage du territoire, notamment toponymique, et aboutit à un véritable changement de paradigme géographique.
Ce bouleversement a un effet déstructurant qui provoque une crise des communications. Ensuite, les conditions hivernales généralisées, en particulier le froid, l'épais couvert neigeux et la récurrence des tempêtes, effacent, atténuent et détournent les signes qui permettaient aux humains de faire société, ou même les empêchent de faire leur deuil de celle-ci, les ruines étant absentes du champ visuel. Ce processus aboutit à une nouvelle relation au temps court et au temps long, de même qu'à l'émergence de nouveaux signes, qui appellent donc à de nouvelles modalités de sémiotisation du territoire, mais aussi de l'humain lui-même. Dans la nouvelle de Béliard, la description du monde façonné par l'ère glaciaire passe par une forte isotopie de l'absence ou du manque, qui se décline ensuite en différents champs lexicaux. Seulement dans les 3 premières pages de la nouvelle, et c'est important, la nouvelle est vraiment séparée en les 3 premières pages et la suite, donc ça va être assez important dans ma lecture de la nouvelle. Donc c'est surtout dans ces 3 pages-là que se concentre cette isotopie-là de l'absence. Donc c'est les 3 pages qui précèdent la découverte des ruines de Paris elle-même. Donc c'est ce moment-là qui va être un changement de paradigme radical, marqué par l'apparition des aurores boréales, justement. Donc, on peut retrouver une surabondance d'expressions à la limite de la saturation, liée à différents types d'absence. Donc, on voit bien, oui, ça va. Les premiers champs lexicaux que l'on peut identifier dans cette isotopie sont ceux de la lumière et de la chaleur. Donc, l'absence de lumière, l'absence de chaleur. Pour la lumière, mentionnons, j'en mentionne juste quelques-uns, le soleil qui semblait n'avoir jamais mis son éblouissement, le ciel livide d'encre de Chine, ou la lueur crépusculaire des glaces. Mais comme vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. L'absence de lumière est particulièrement importante parce qu'elle symbolise d'abord, évidemment, l'absence de la raison et de ses lumières dans ces contrées désertiques, ce qui est d'ailleurs confirmé par le champ lexical de l'absence d'intelligence. Mais aussi parce que c'est justement le surgissement d'un trop-plein de lumière qui marque le changement de paradigme vers l'isotopie de la surabondance dans le texte. Pour ce qui est de l'absence de chaleur, les occurrences sont, peut-être étonnamment, assez rares dans le texte. Mais cette rareté appuie bien mon hypothèse que l'ère glaciaire n'est pas apocalyptique en raison du froid, mais bien de la difficulté de s'y repérer et d'y communiquer. On peut quand même noter des expressions telles que la Terre était envahie par le froid, le Soleil comme un foyer à demi éteint, insuffisant à chauffer de son rayonnement toute la surface terrestre. Donc, c'est à peu près les seules occurrences que j'ai trouvées dans le texte. Ensuite, l'isotopie de l'absence nous mène au champ lexicaux de la vie et de l'intelligence. La Terre gelée est ainsi décrite comme un milieu inhospitalier à la vie en général, et plus spécifiquement, un milieu qui favorise la disparition de l'intelligence humaine, comprise comme la culture et la civilisation. Ainsi, la vie est monotone, le paysage est lunaire et présente des arêtes dures, se multiplient les solitudes du globe, les mers sont sans murmure et les continents sont morts. Du côté de l'intelligence, on croise des tribus abattardies ou encore des îlots disséminés et des débris d'humanité. Cette régression humaine vers des formes plus primitives ou animales est un trop récurrent dans le genre de l'apocalypse glaciaire et plus généralement de l'apocalypse écologique. Il révèle à la fois une part profonde de la fragilité et de l'éphémérité des civilisations humaines, mais aussi des capacités adaptatives des humains qui ne seraient pas que culturelles et externalisées. Autrement dit, l'humain aurait encore la capacité à s'adapter à son environnement, mais ça ne passerait plus par l'intelligence, dans un climat qui serait aussi aride. Dans ces champs lexicaux de l'absence de vie et d'intelligence émerge une forte impression de solitude, d'isolement et de silence, que la découverte des ruines va renverser soudainement. Ensuite, les champs lexicaux qui m'intéressent dans cette isotopie de l'absence des 3 premières pages de la nouvelle sont sans doute ceux qui établissent le plus efficacement la crise sémiotique instaurée par l'ère glaciaire dont je parlais, les champs de la mémoire, du temps et des repères. L'ère glaciaire et la mort du Soleil, des phénomènes géologiques et cosmiques, se déroulent selon des échelles de temps que l'on pourrait qualifier d'inhumaines et donc d'immémoriales. Les rapports au temps et à l'histoire sont donc présentés comme des ruptures. On parle de la neige et l'oubli qui recouvraient les demeures désertées d'Europe, du fait qu'ils avaient même oublié, devant les découvertes nouvelles, les grandes inventions de jadis. Donc, on a oublié que les humains étaient déjà capables de voler, par exemple, ou avaient toutes sortes de technologies. Et de l'Europe dont l'histoire était effacée. Le monde et le soleil eux-mêmes semblent être les victimes du temps, puisqu'il s'agit du dernier âge du monde et que le soleil apparaît vieilli. Finalement, et peut-être le plus important, est l'absence et la métamorphose des repères géographiques dans le monde de la nouvelle, du moins au départ, avant que ces repères n'abondent soudainement au moment d'explorer et de décrire les ruines de Paris.
Cette absence se manifeste surtout dans la quête pseudo-archéologique, le pseudo-archéologique qui est important, des protagonistes. Nous sommes passés sans foi, les horizons sont toujours semblables, le manteau de l'éternel hiver drapait tout. De même pour les repères détournés qui rendent donc problématique la lecture du territoire. Les linéaments géographiques trompeurs qui ont changé 100 fois de figure, l'aiguille dans une charretée de neige, les éboulis de pierres informes et sans nom qui ne livraient point leurs secrets, etc., etc. Et je ne dis pas qu'il s'agit d'une quête pseudo-archéologique au hasard. En effet, la scientificité de l'entreprise des voyageurs malgaches dans la nouvelle est loin d'être évidente et la qualification précise des protagonistes me semble d'abord essentielle à la compréhension de ce qu'ils trouvent ou non. Pourquoi cherchent-ils Paris et quel Paris s'attendent-ils à trouver? Ils nous donnent d'emblée la première et la plus simple réponse. Pensez à la gloire qui nous attend si nous retrouvons Paris. Paris, perdu depuis des millénaires. En cela, il pourrait parler d'eux en termes d'aventuriers ou d'explorateurs, ce que plusieurs occurrences confirment dans le texte, mais l'explication des fondements épistémologiques de leur quête nous en dit bien plus. Et je cite la longue citation en bas. « Il n'y a que les fous et les poètes, qui sont aussi des espèces de fous, dit-il pour se lancer dans de pareilles aventures. Nous savons, il est vrai, que Paris a existé dans un passé insondable. Nous le savons par les œuvres de la littérature antique qui nous sont parvenues souvent par tradition orale, tronquées, mutilées, défigurées dans le cours des siècles. Nos études classiques nous ont fait vivre familièrement avec Victor Hugo, qui chante Paris, ses monuments, son histoire, la gloire d'un grand empereur, des batailles, des trophées. L'existence de Victor Hugo était mise en doute, comme celle d'Homère. On partait à la découverte de Paris comme jadis Schliemann était parti à la découverte de Troie, perdu dans les sables de l'Asie mineure. Et c'était le dessein qui poussait vers les solitudes polaires, les trois savants de Tananarive. » Fin de la citation. C'est donc le Paris littéraire, celui de Victor Hugo, que les voyageurs recherchent, et non le Paris historique. Et c'est bel et bien des ruines littéraires qu'ils vont trouver. Ils sont un peu archéologues, explorateurs et aventuriers, mais ils sont surtout lecteurs, rêveurs et romantiques. Comme je l'ai déjà montré, la première partie du texte qui correspond à la phase de recherche de la quête est marquée par l'effacement ou l'amoindrissement des signes géographiques en régime d'apocalypse hivernale. Et je cite, « Les voyageurs virent défiler des horizons toujours semblables à la lueur crépusculaire des glaces, naviguant sans relâche, croisant au-dessus des mers sans murmure et des continents morts. Il faudrait un hasard inouï pour nous faire rencontrer Paris. » Cette phrase-là est très importante. C'est sans doute un monceau de gravats sous 20 pieds de neige, au-dessus duquel nous sommes passés 100 fois. Ainsi, devant le constat de l'impossibilité de retrouver une ville potentiellement mythique, vraisemblablement enfouie sous la neige, en plein hiver polaire, les trois voyageurs décident d'abandonner leur quête. Mais si les traces terrestres ont été effacées par la neige, ce sont les signes célestes qui, comme pour les marins et les explorateurs depuis des millénaires, leur pointent soudainement les ruines de Paris. Je cite, « Ils avaient plusieurs fois franchi les régions extrêmes où le soleil, durant un jour de 6 mois, roule à ras du sol sur la piste circulaire de l'horizon, comme un monocycle de cuivre rouge, pour disparaître ensuite pendant 6 mois de nuit. Or, une nuit, l'aurore boréale déroula sur le firmament ses ondulations féeriques. Des flammes claquèrent comme des pavillons, colorant les blancheurs de la terre d'un jour verdâtre. Les hommes, en joie, s'exclamèrent. À la lueur du feu d'artifice momentané se révélait une cité extraordinaire. C'étaient des monuments énormes et harmonieux, coiffés de neige, des silhouettes fantomales, de tours et de dômes. Une ville, un cimetière plutôt. Quelque chose qui avait dormi des milliers d'années et qui revivait dans la lumière. Cela s'étendait d'un bout à l'autre et quand les aviateurs précipitèrent leur descente, ils eurent l'illusion que la ville montait vers eux, dans une apothéose. Cette intervention quasi divine des aurores boréales est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, elle marque le passage presque violent dans le texte d'une absence radicale de lumière et de civilisation à leur omniprésence éblouissante. Puis, elle établit le lieu qui est recherché et trouvé comme un Paris littéraire, onirique et mythologique, puisque ce sont les lumières naturelles et féeriques qui révèlent en pleine nuit les ruines de la ville lumière. Aussi, ce ne sont pas des lumières blanches, mais bien colorées, rouges comme le feu et vertes comme les plantes, qui permettent la resémantisation du territoire blanchi. Puis, dès la découverte des ruines, qui demeurent d'abord floues et hypothétiques, la première chose assez étonnante que les explorateurs font est de s'endormir.
Leur inconscient est alors projeté sur les ruines, qui sont donc décrites en termes oniriques. Je cite, « À la vérité, les détails en étaient flous et enveloppés. Paris, Paris peut-être !» s'écria Atanibé. Fandriana eut peine à ne pas, tout de suite, partir à la découverte. Mais la prudence conseillait d'attendre l'aurore. Et les trois amis rêvaient en contemplant la silhouette des tours. Bientôt, les lignes vacillèrent devant leurs yeux fatigués. Ils s'endormirent. Moi, il me semble que je serais partie m'explorer. J'aurais pas pu résister quand même. Ils s'endormiront d'ailleurs de nouveau plus tard dans le récit, du redoutable sommeil des neiges, après une chasse aux rennes. Or voilà peut-être l'explication, ce serait l'environnement glaciaire qui déclencherait le sommeil, et donc les rêves, dans une sorte de déficit de réel. Roger Bosetto explique que les ruines en science-fiction ont souvent cette valeur onirique et virtuelle. Et je le cite, « Face aux ruines, nous laissons nos fantasmes peupler un temps devenu matériaux oniriques, un temps décomposé et recomposé, un temps sorti de ses gonds. Bribes de monde ou traces mnésiques, les ruines n'en finissent pas de virtualiser le passé, présent et avenir. » Mais dans la nouvelle de Béliard, la valeur des ruines ne s'arrête pas là, et après la version onirique, on passe très rapidement, dans la même phrase en fait, qui marque le réveil, à une carnavalisation que l'on pourrait nommer écologique. Les rois de Paris, les humains, ont été renversés par ceux qu'ils dominaient, les animaux. Je cite, « Des cris discordants les réveillèrent en sursaut. C'était un tapage de fêtes foraines, des interjections gutturales, des voix rauques de basse-cour en délire. Les vieilles tours se dressaient, formidables, vivantes, animées. Un peuple entier en occupait toutes les anfractuosités, courait sur leurs galeries, agitant des bras noirs, bombant des ventres en surplis blancs, poussant des clameurs discordantes. L'usure du temps avait transformé en rocher l'œuvre des hommes, et, par ses escaliers, par ses crevasses, montaient de terre des processions bizarres, archaïques, jamais vues. Ce sont des pingouins! Sur les tours de Notre-Dame, à travers le roman de Victor Hugo, il reconnaissait le joyau du Moyen-Âge français, maintenant disjoint. Les colosses royaux étaient culbutés et gisant sur l'encorbellement. D'autres avaient dû rouler à terre. Peut-être les âmes de Quasimodo et de Claude Frollo y revenaient-elles. Mais, comme s'ils raillaient ce passé mort, le bavardage incessant des pingouins, en sentinelle, emplissait l'air. Atanibé se lança à l'ascension de l'édifice, chassant les oiseaux stupides de son bâton ferré. Difficile de ne pas voir dans cette communauté de pingouins une fête des fous, dans ces statues amputées des mendiants, dans ces bosselures informes, celles de Quasimodo, et dans ces colosses royaux culbutés, un renversement carnavalesque. Or, comme on le sait, dans le carnavalesque bactinien, le renversement des pouvoirs ne peut être que de courte durée. Et c'est bien le cas ici. En fait, l'arrivée des voyageurs malgaches marque la fin du carnaval, réinstaurant le pouvoir humain sur ces lieux en s'y abritant, puis en chassant immédiatement les pingouins, qui passent dans le texte en quelques lignes de « peuple entier » à « oiseaux stupides », les reléguant ainsi à leur pure animalité. Au cours des mois qui suivent, les humains tuent également de nombreux animaux, des rennes, des phoques, un ours blanc et des chiens, pour manger ou se défendre, replaçant ainsi l'humain au sommet de la chaîne alimentaire de l'écosystème parisien, et par le fait même, sur son trône. Ce rétablissement de la hiérarchie qui met fin au carnavalesque, pour un an du moins, le temps d'un nouveau carnaval et des saisons plus clémentes, est aussi rendu possible par l'apparition soudaine des habitants ensauvagés du métropolitain, qui se réapproprient violemment l'espace de la surface en chassant les voyageurs. Mais au-delà de l'onirique et du carnavalesque, les ruines de Paris sont imaginées par les voyageurs lecteurs à partir d'un matériau essentiellement littéraire et mythique. On le voit dès qu'il commence à donner forme à l'espace parisien, en nommant ses grands monuments. Je cite, « C'est l'arc de triomphe de l'Étoile, chanté par notre vieux poète. Et puis voici au nord et au midi les coupoles blanches et à peu près intactes du Sacré-Cœur, et Panthéon qui semblent les gardiennes d'un sépulcre. Dans leur imagination, exaltée par l'enthousiasme, Paris se reconstruisait. Et jamais Paris ne sera autre chose. Ils n'y découvriront pas de simples maisons, des rues banales et sans nom, d'écoles, de buvettes ou d'égouts, autant de choses qui auraient fasciné de véritables archéologues. Rien de nouveau ou d'inconnu non plus. Tout est identifié avec précision, nommé et reconnu, fantasmé et reconstruit. Le géographe Alain Musset, dans son ouvrage « Le syndrome de Babylone », parle ainsi de la nouvelle de Béliard, et je le cite, « En arpentant les rues de la métropole déchue, avec en tête une vision de la ville inspirée par les écrits de Victor Hugo,
Ils suivent le tracé de n'importe quel touriste à la recherche des lieux et des monuments qui font partie de notre mémoire collective, exactement comme le proposait le sociologue Maurice Halbwachs en parlant du visiteur qui découvrirait Londres pour la première fois en se souvenant des livres, qui lui ont donné à l'avance une représentation et une grille de lecture des paysages qui s'offrent à lui. Cette idée de la grille de lecture des paysages est particulièrement intéressante ici puisqu'elle établit justement les voyageurs comme des lecteurs de l'espace et donc des interprètes. Paris et ses ruines n'existent qu'à travers la lecture qu'ils en font, une lecture fortement dirigée et interdiscursive qui trouve son apogée dans son musée le plus célèbre avec son œuvre la plus reconnue, qui apparaît tel un spectre après une lutte à mort avec des ours blancs, c'est important, suivi par le second des deux passages où les personnages s'endorment soudainement. C'est aussi important. Et je cite le texte, c'était comme, donc, c'est le moment où ils se sont battus avec les ours, ils ont tué un ours, ils ont survécu, ils ont dormi et ils se réveillent. C'était comme un de ces palais d'Orient qui, dans les contes, surgissent au coup de baguettes de fées, mais un palais aux murs décrépits. Ils se sont réfugiés dans ce qui pensait être une grotte. Et tout au fond, seul comme dans une chapelle, surgissait un grand corps blanc, sans bras, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, le suprême effort de l'homme vers l'idéal, le temps qui ruine tout, n'avait pas osé le sacrilège, et Vénus de Milo, debout, assistait impassible à la ruine du Louvre, à la ruine de Paris, à la ruine du monde. La façon hyperbolique dont les statues sont décrites, avec son apogée en la Vénus de Milo, les transforme en objets magiques qui défient le temps et la destruction, qui défient l'absence violente d'humanité et de culture de l'hiver perpétuel par un excès de beauté et de perfection, comme ultime symbole de la culture et de l'humain. La blancheur, l'immobilité et la pérennité du marbre, parfaitement sculpté par le génie et la main humaine, ici presque divinisé, représentant la perfection du corps féminin, viennent s'opposer à la violence, à la monstruosité, à la naturalité et à la mortalité du corps de l'ours tout aussi blanc, dont le sacrifice a permis la découverte des sculptures. Ces dernières s'opposent également aux formations de glace façonnées par le hasard du climat et qui rendent le monde si hostile et inhumain. Ainsi, la Vénus symbolise une opposition radicale à la nature et à la réalité en ruine du monde gelé, une bouée de sauvetage inespérée pour ces humains en mal de transcendance. Finalement, les ruines apparaissent dans le texte, qui se termine d'ailleurs au printemps, comme le moment d'un renversement du paradigme de l'absence de vie. Elles jouent le rôle d'un abri bienfaisant pour les humains, que ce soit les voyageurs qui s'y réfugient ou les habitants du métropolitain qui ont pu y construire une société, mais aussi pour la vie animale et végétale qui semble s'y épanouir, alors que le monde extérieur aux ruines, décrit au début de la nouvelle, semblait si aride et peu accueillant. Je cite, « Vint le printemps qui permit à quelques végétaux de montrer leur tête verte, poudrée de frimas au matin, et les reines par troupes reniflant l'air menèrent leurs fans nouveau-nés boire au fleuve, animèrent de leur galopade folle les plaines herbues des Tuileries et du Luxembourg. Les yeux des trois amis s'enchantèrent de ces aspects insolites. Du haut des tours de Notre-Dame, ils voyaient la ville verdoyer, pleine de mouvements et de bruit, le ciel se couvrir d'ailes. » Ainsi, loin d'être un lieu de mort et de nostalgie, les ruines de Paris apparaissent comme le support d'un écosystème, d'une surprenante luxuriance, d'un carnaval renouvelé. En conclusion, je voudrais vous soumettre une hypothèse de lecture peut-être un peu surprenante. Les voyageurs retrouvent-ils bel et bien Paris dans la nouvelle? Ou n'est-ce là qu'un surgissement onirique ou poétique en réaction à une crise sémiotique, un besoin inhérent des humains à donner un sens historique et géographique à leur environnement, même détruit, qui serait en adéquation avec leur imaginaire? Le texte souligne d'abord, comme presque tous les autres, qui mettent aussi en scène des arts glaciaires, le désespoir des voyageurs face à ce monde enseveli, où le temps et la vie semblent suspendus, où toute forme, tout bruit, toute couleur est atténuée, assourdie, et où les traces géographiques, celles qui permettent aux humains de se situer dans leur environnement depuis toujours, sont redessinées, détournées et dissimulées. Après donc la description d'un monde sans repère, cauchemardesque et désorientant, Paris peut-être apparaît soudainement grâce à des aurores boréales presque magiques dont les détails sont, à la vérité, flous et enveloppés. Puis les voyageurs s'endorment aussitôt et tout ce qu'ils trouvent dans les ruines semble droit sorti de leur lecture ou de leur inconscient. De tous les monuments dont ils retrouvent précisément la trace aux hommes sauvages qui vivent dans le métro, si semblables à ceux de H.G. Wells dans sa machine à voyager dans le temps, en passant par les statues sublimes du Louvre. Et si cette Paris tant recherchée et fantasmée n'était dans l'économie du récit
qu'une bouée de sauvetage psychique et narrative pour ces explorateurs du néant. Merci. Merci beaucoup, Hélène. On comprend.